Είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ευρώπη Τώρα, πάντα στο Thrakinet και σε συνεργασία με το Europal TV. Ας δούμε το επόμενο μας θέμα. Στην ατζέντα, διαμορφώνοντας την απάντηση της Ευρώπης στην τρομοκρατία. An outpouring of solidarity in the wake of the attacks in Paris. But is there a political solution to stop the war of the so-called Islamic State spilling further onto the streets of Europe? It's time to find out. Welcome to the agenda. 6 coordinated attacks across Paris massacred innocent people and left hundreds injured. In its aftermath, the country remains in a state of emergency as police across France and Belgium hunt the terrorist network behind the attacks. French President François Hollande has declared war on ISIS. Airstrikes are already underway with renewed force on ISIS strongholds in Syria. But will other member states answer the Republic's battle cry? At the Strasbourg plenary on Wednesday morning, expect a key debate on terrorism. And in the afternoon, MEPs will vote on measures to stop the radicalisation and recruitment of EU citizens. But the attacks in Paris have now fueled the EU migration debate. Should borders be controlled, which would then stop the free flow of migrants? With no solution on how to tackle the civil war in Syria, EU and African leaders met last week in Valletta in Malta to find a way to stabilise the refugee crisis. What comes next for the action plan? Follow the debate on the outcome of the summit on Wednesday. A report that finally gets to plenary. MEPs will vote in the Special Committee on Tax's recommendations for better tax practices. The Special Committee called to break when on Tuesday 11 multinational companies, including Google and Facebook, accepted an invitation to discuss their tax practices with MEPs. The vote takes place on Wednesday. 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence. It's time to orange your world and show your support. The colour orange has been chosen to symbolise a brighter future, one free of violence. The Parliament in Strasbourg will also be lit up in orange to support the cause on Wednesday evening from 8 p.m. to midnight. MEPs will debate the issue on Wednesday morning, and some are expected to also dress up in orange. And finally, the winner of the Lux Prize 2015 will be unveiled in Strasbourg on Tuesday. So that gives you just a few more days before either Mustang, The Lesson or Mediterranean take the crown. And that's all we have this agenda. Take care and enjoy the week. Σε μια συνέντευξη που δόθηκε λίγο πριν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, η Γαλλίδα Ευρωβουλευτής Ραχίτα Ντάντι μιλά για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να εμποδίσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις να στρατολογούν τους πολίτες της. Prémonitoire, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'interview que vous allez voir. Elle a été réalisée 2 jours avant les attentats de Paris. Comment faire face à la radicalisation et au recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes? À l'initiative de l'eurodéputée Rachida Dati, le débat est ouvert de longue date au Parlement européen. Dans son rapport, la réponse est sans équivoque, il faut plus de collaboration et de coordination entre les États membres. Nous lui avons présenté les questions de différents acteurs sur le terrain. Rachida Dati, le nombre est impressionnant. Plus de 5000 personnes, principalement des jeunes, sont parties en Syrie ou en Irak ces dernières années. Vous avez écrit un rapport sur le sujet. Ce rapport, nous l'avons envoyé à de nombreuses personnes qui l'ont lu et qui ont de nombreuses questions à vous poser. La première nous vient de France, du Conseil des musulmans de France. On l'écoute. Est-ce que ce n'est pas urgent que les États membres se penchent sur les manuels scolaires et revoir le savoir à transmettre aux générations futures qui sont destinées à vivre dans une période autre que la nôtre pour lutter contre l'inculture religieuse afin de lutter contre le choc des ignorances et transmettre un esprit critique plus développé? Comment l'Union européenne compte-t-elle construire sa politique commune afin de prévenir la jeunesse du radicalisme? Merci. La question est clairement celle de l'éducation. La question de l'éducation est forcément au centre
de ce sujet grave et ce fléau qu'est la radicalisation. Il y a des écoles dans lesquelles on a des vraies difficultés sociales qui conduisent à ce qu'une partie de notre jeunesse ne s'identifie plus dans la nation à laquelle ils appartiennent, mais s'identifie par le plus petit dénominateur commun qui parfois peut être la religion. Et la religion dévoyée. Mais il faut aussi tenir compte, c'est là où c'est compliqué. Comme vous le savez, l'éducation est une souveraineté nationale. Voilà, j'allais y venir. Voilà. Comment est-ce que vous parlez d'Europe et en termes d'éducation ? Oui, mais chacun à son histoire. L'Angleterre n'a pas du tout la même approche des communautés que nous avons en France, par exemple, ou même l'Allemagne. Donc aujourd'hui, comment on prévient ? On prévient par l'éducation, on prévient par la lutte contre les inégalités. Et donc chaque pays doit mener une politique d'abord de lutte contre les inégalités, et d'abord à l'école. En France, les inégalités se sont creusées et aggravées à l'école. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez partout en Europe ? Parce que la oui, question... bien sûr, parce que si vous voulez, le sujet, il a été beaucoup social au départ. Alors chacun, nous pendant longtemps en Europe, nous avons été applaudis pour notre modèle d'intégration. Donc le sujet aujourd'hui, comme pendant très longtemps nous avons eu du mal à accepter de dire qu'une politique migratoire d'immigration doit être européenne, aujourd'hui une politique d'intégration doit être européenne. Alors on va revenir à cette question d'intégration avec une autre question. Je vous propose d'aller au Danemark, un pays qui a également été touché par le terrorisme, mais où l'approche est quelque peu différente, principalement par rapport à ceux qui reviennent. On écoute. In our work on de-radicalization, we see online radicalization as a major challenge. We know that intelligence services are looking over the internet, that websites are being closed and banned. In our schools, we try to teach youngsters how to behave and navigate safely on the internet, but still we see youngsters being radicalized through the internet. What would you do about that? Il pose le vrai problème. Vous savez, aujourd'hui, la radicalisation et le djihadisme se font par deux moyens. Ils se font par Internet ou en prison. Les adolescents se radicalisent majoritairement sur Internet ou dans les prisons. J'ai fait des propositions en ce sens, c'est de pouvoir responsabiliser pénalement les géants d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet ne peut pas se contenter de dire « moi, je suis uniquement un tuyau, je laisse passer tout ce qu'il faut ». Aujourd'hui, toutes les organisations djihadistes, toutes les organisations criminelles et terroristes passent par le net pour attirer, pour recruter. Mais comment voulez-vous responsabiliser le net ? Eh bien, sur le net, ils peuvent, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez enlever un contenu. Regardez les ministères de l'Intérieur, je vois en France, ils peuvent demander à un géant d'Internet de retirer un contenu. Les géants du net ont une responsabilité. Mais quand on voit la masse d'informations qui passent par le net, justement, des appels au djihad, des vidéos qui sont souvent nettement mieux faites que tout ce qui est fait par les gouvernements en Europe, bien sûr, c'est pour ça. Comment voulez-vous gérer cela pratiquement ? Les géants du net peuvent effectivement, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent sur la diffusion de ces vidéos et de ces sites. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la publicité tout autour de cela. On en revient au problème plus fondamental, qui est une question d'un avocat qui est Monsieur Martins, qui est avocat au pénal à Bruxelles. Sa question. Madame Dati, ne croyez-vous pas que pour cette prévention de déradicalisation, il faut d'abord traiter le problème géopolitique au Moyen-Orient, où, disons-le, depuis les interventions des Occidentaux, la situation est devenue totalement ingérable, et ce depuis plusieurs années. Alors, la question géopolitique, tout le monde la connaît, c'est bien pour ça que vous réagissez par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas raison de dire avant, enfin, on peut faire les deux choses en même temps, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps de solutionner d'abord cette partie-là ? Non, parce que toutes les questions sont liées. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire, ce que je vous disais, de lutter contre les inégalités, ça commence par quoi ? Par l'école. Et s'agissant du problème géopolitique, on a une responsabilité en Syrie, en Irak, en Afghanistan, on a une responsabilité, mais pas que nous. Et les pays du Golfe ont une responsabilité. Moi, je suis très attristée que les politiques européennes, notamment, et les responsables politiques européens, n'attraient pas, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a une responsabilité, peut-être dans ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors je reviens, et c'est la dernière question. Les représentants des prisons en Grande-Bretagne nous ont envoyé juste leur point de vue, ce qu'ils appellent un statement, par rapport à ce qu'ils veulent faire. We take the threat of radicalisation very seriously and work with a range of organisations to provide intervention programmes in prisons. We have measures in place to deal with radicalisation, including moving offenders to other establishments, using segregation where necessary, and working with prison chaplains. As previously announced, the Secretary of State has commissioned a review to look at how we deal with the threat of extremism and radicalisation in prisons.
Alors pour eux, le problème est clairement en prison. Il y a un mot qui me choque, c'est la ségrégation en prison. Est-ce que c'est ça la solution, de tout simplement séparer tout le monde ? Ce n'est pas ce qu'on a retenu, nous, dans le rapport, pour avoir visité les établissements pénitentiaires concernés par ce phénomène de radicalisation. Si vous vous mettez à l'écart, vous pensez bien que les recruteurs vont éviter d'être mis à l'écart. Et dans ce cas-là, ils vont se fondre dans la masse pour mieux recruter. Donc le sujet, c'est de pouvoir circonscrire, c'est de mettre un peu à l'écart sans mettre à l'isolement. Ça permet quoi ? D'abord de voir le processus d'évolution, comment on évolue vers la radicalisation. Et ça nous donne des informations pour pouvoir lutter contre cela. Ça nous permet d'avoir du recueil d'informations sur des réseaux, par exemple. Puis ça permet aussi d'empêcher certains de tomber totalement dedans. Donc le fait, c'est ne pas de mettre à l'isolement, mais de mettre à l'écart. C'est pas pareil. Merci, Rachida. Merci. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σκοπό να αποθαρρύνει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα από τις βιομηχανίες, καθιστώντας πιο φθηνή την οικολογική παραγωγή. How to limit greenhouse gas emissions. One simple idea is to make the polluters pay and reward those industries that reduce their CO2 emissions. But how? Through a carbon market where emission allowances can be traded. The EU emissions trading system was created in 2005. Each member state fixes emissions quotas for its industries, validated by the European Commission. These quotas decrease year on year. The main greenhouse gas emitting industries receive allowances or buy them at auctions. When a company emits less CO2 than its limit, it can then sell the surplus. But if it exceeds its limit, it can buy additional allowances on the market. On paper, this system favours the virtuous and pushes the polluters to adopt greener production methods. But with the economic and financial crisis, the price of a tonne of CO2 crashed. This price should exceed €25 in order to encourage companies and countries to act. To counteract this perverse effect, the European Parliament voted in favour of temporarily withdrawing 900 million tonnes of CO2 from the market in 2013 to 2015. MEPs also approved an automatic mechanism for withdrawing part of the quotas from the market and transferring them to a reserve if the surplus exceeded a certain limit. More than 11,000 companies active in sectors such as aviation, energy and the manufacture of pulp are subject to emissions quotas. Sectors like buildings, non-air transport and waste are not yet concerned. Στη φορολογική δικαιοσύνη υπάγεται η ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. A landmark debate as Parliament's Special Committee on Tax Rulings tackles an issue close to citizens, tax justice. Specifically, Member States' deals with multinationals, reducing their liability to a fraction of everyone else's. A carga fiscal que alimenta as nossas despesas coletivas incide quase unicamente sobre dois tipos de contribuintes: as pequenas e médias empresas e as pessoas singulares, ou seja, o cidadão comum. Esta situação é totalmente injusta. Die Gleichbehandlung von allen, das ist das zentrale Thema. Da stellen wir fest, nein, es gibt keinen fairen Steuerwettbewerb. Measures recommended include taxation where profits are made, more transparency and information sharing, and ending tax competition between EU members. We have managed to proceed to a serious compilation, really, of more or less everything that exists in terms of doubtful practices in corporate tax matters. The committee was to be wound up soon, but when demands for documents went unheeded, it asked for a 6-month extension. The Member States and also the European Commission have denied the Parliament access to the critical documents. We are hopeful that we get now access to these documents so that we can establish political responsibility. Before that starts, the committee's recommendations go to the vote. Χαλαρώνοντας την απόλυτη εξάρτηση από την προμήθεια ρωσικού αερίου, ερευνούνται κινήσεις στη Λιθουανία και στην Ευρώπη για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.
Long de 1224 km, le gazoduc Nord Stream est une véritable autoroute de gaz sous la mer Baltique. Depuis 2012, 2 pipelines relient la Russie à l'Allemagne. Ils peuvent délivrer plus de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, près d'un tiers de la production européenne. En juin 2015, la Russie et Gazprom ont affiché leur intention de construire 2 nouveaux pipelines sur le même tracé. Objectif, doubler les capacités d'approvisionnement. Mais ce projet fait grincer des dents, notamment au Parlement européen. Le motif, l'Europe augmentera sa dépendance au gaz russe. Russia and Gazprom's strategy is clear. Cutting off, shutting down Ukraine from transit with all geopolitical and economic consequences, hurting Central and Eastern European countries, their citizens, their economy by making gas deliveries more difficult and more expensive, and creating a more dominant position and thus undermining competition. La Russie fournit plus de 40% du gaz importé en Europe. En 2014, 6 États membres en étaient dépendants à 100%, parmi eux la Lituanie. Une posture intenable pour Rokas Masiulis, ministre lituanien de l'énergie. Since Gazprom was the only gas supplier, they tried to abuse their dominant position by charging us more for gas than they would be charging the other customers in Europe. So ultimately, there was a short period of time when Lithuania was paying the highest gas price in the world. Pour briser le monopole russe, la Lituanie a misé sur ce navire, l'indépendance. C'est un méthanier loué pour 10 ans à une entreprise norvégienne capable de recevoir du gaz liquide, de le vaporiser pour ensuite l'injecter dans le réseau du pays. Un investissement stratégique indispensable pour cet eurodéputé. Finally, we have alternative for gas supply. And immediately we got a reaction from Gazprom. Gazprom reduced the price for natural gas it sells to Lithuania and other Baltic countries because it sees the market situation. Depuis son installation, les prix du gaz russe ont chuté de 19% en Lituanie. Un argument qui a poussé la Pologne à lancer la construction de son propre terminal de gaz liquide. Il pourrait être utilisé pour importer du gaz made in USA, du gaz de schiste notamment. It's very important that we construct our LNG terminals and we use them properly. Properly, it means to open our gas market with the United States. They've got a lot of gas. The prices of gas, natural gas, are very, very low. Le gaz liquide est-il la seule alternative pour acquérir une indépendance énergétique? L'Italie a choisi une autre voie, construire un gazoduc la reliant à la Turquie, elle-même approvisionnée en gaz depuis la mer Caspienne. Les pays européens traversés par le futur pipeline transadriatique en profiteront. 1 billion cubic meter will be dropped off in Greece. That represents around about 25 to 30% of that market. 1 billion cubic meters will be hopefully dropped off in Bulgaria. That represents 35-40% of that market. The remaining 8 billion cubic meters will then be in the Italian market, which that represents approximately 12 to 15%. So when you look at it from a regional perspective, it actually is very important because it provides for the first time sort of real competition in terms of those gas markets. Retour en Lituanie, où l'interconnexion des réseaux de gaz est une clé de la stratégie énergétique soutenue par l'Union. Meilleur exemple, la Lituanie et la Pologne ont donné leur feu vert pour la construction d'un gazoduc reliant les deux pays d'ici 2019. Η Ευρώπη προχωρά σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να παρέχουν βοήθεια και στήριξη στη Γαλλία μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. An act of war. Horrific scenes on the streets of Paris as scores were killed, hundreds injured. EU defence ministers backed French President François Hollande's call to trigger Article 42.7 of the EU treaty, taking the Union into uncharted territory. The Mutual Defence Clause calls on countries to come to the aid of a member state that is the victim
of armed aggression on his territory. C'est une volonté de renvoyer à une situation de guerre, non pas simplement une situation d'attaque terroriste, et ça réclame la solidarité des membres de l'Union. I think it's bizarre that he's gone for 42.7. First of all, naturally, all allies would rally to the assistance of France at this particular moment. I have heard it suggested that this, by calling on 42.7, it would be a catalyst for more development of the EU's common security and defence policy. France is now struggling to balance operations in Africa, the Sahel and Syria with the now heightened security situation at home. All options are on the table, including collective airstrikes on ISIS strongholds in Syria. But will cutting the head of the so-called Islamic State be enough to stop further attacks on EU soil? Bien sûr que non. Derrière, il y a tout un faisceau d'actions qui doivent être engagées pour que les services de renseignement travaillent mieux ensemble. So how will the EU respond, and what will each member state be willing to contribute? Could Article 42.7 be the basis for future collective action? Νικήτρια του βραβείου Lux 2015 είναι η ταινία Mustang. Η νεαρή Γαλλοτουρκάλα σκηνοθέτης μιλά στο Europal TV για το δυνατό μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία. 3 films, Mediterranean, a gritty tale on the plight of refugees, Mustang, Innocence Under Oppression, and U-Rock, the lessons of right and wrong. But which would win the European Parliament's Lux Film Prize 2015? The winner is Mustang by Deniz Game Ergüven. Deniz Gamze Ergüven, the winning director, sat down with Europal TV. Congratulations. Now, what does it mean to have won the Lux Prize? The Lux Prize carries very well its name. It's the 3 films which were selected were all questioning our societies in one way or another. And all these films could possibly open a few doors of thinking, of dialogue on different questions. So it's a way of strengthening these films and echoing their resonance very, very strongly. So it's an immense power that it gives us. What forms the basis of making a movie about female oppression? Is it because you, as a woman, wanted to make a movie, or does it relate to the oppression you've seen in Turkey? Well, my relation to cinema is really something where I have this feeling of deep movements of tectonic plates which go in one direction or another, and it always goes towards what I am the most sensible to in the world we live in at a certain point. And yes, around the question of women is thought and reorganized the idea of society in Turkey today, and I thought it was really a time where we had to rethink it and to question it. To question the way in place which... of women in. Well, in the beginning it started with, I wanted to say with quite a sense of urgency what it was to be a woman, and there was something in Turkey which was even more acute and urgent to seize. But do you think also this is a movie that can relate to everyone? Because essentially, whether we talk about male or female, it's essentially about children growing up and coming into their own. So is this also about giving the rights of young people to then become adults and have the right to make their own decisions? There has been people from very different countries which have said that the story of the film resonated with their experience in a way or another, because the basic line of the film is really an aspiration to freedom, and so of course women are more sensible to it because there's resonances even in cultures which have no historical or cultural, geographical intersection with Turkey. People find elements in their own experience that resonate with one of the films. I always compare the film to The Escape from Alcatraz. So the basic line of the film is really a question of freedom, an aspiration to freedom. And then of course the question of womanhood finds specific resonances elsewhere in the world. So did you draw upon personal experiences or are these stories that you heard of the way in which young girls are treated? For example, this image of
girls living in essentially a prison? That was something which was a metaphor. Of course it exists. Of course everybody knows like this girl from a neighborhood which never gets out, and things like that on different generations. I had figures like that around me, but it was really, for me, there was something about in cinema you literally film the metaphor. Like when I question what's happening to freedom in Turkey, I literally stage it by putting one brick over another and yes, erecting higher walls. So it's a way of dramatizing the values in conflict through a metaphor. But do you think people in Turkey are going to be happy about this movie? Because it's obviously painting quite a terrible portrayal of what can happen to girls. So do you think people will see this as an East versus West movie? That's the way that you trigger dialogue and you trigger development. So I don't think ducking down or looking away makes us any good. And I really feel we have the responsibility to face things. Turkey is a very dynamic country. Through my short existence, I've seen the country change dramatically throughout the years and develop very strongly. So yes, within this movement, it's very important to exert our critical look. A critical look is not necessarily antagonist. It's just a way of questioning. Well, everything we have to leave it there, but thank you so much. Thank you very much. Thank you. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε ακόμα μία εκπομπή Ευρώπη Τώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.